hier soir, on a compris à l'aide de brillants orateurs comment l'histoire de l'exil et des Juifs et des chrétiens d'Orient s'inscrit en fait dans notre histoire et comment elle est pertinente dans l'actualité pour plusieurs raisons, qu'elles soient historiques, géopolitiques, humanitaires, qui touchent à la compréhension des dynamiques actuelles du Moyen-Orient et bien au-delà. Ça permet aussi de comprendre en fait pourquoi, à l'initiative de notre président de l'Institut Jonatas, cher Joël, nous avons organisé ce colloque dans le cadre des missions de notre institut, c'est-à-dire l'action, la recherche dans la lutte contre l'antisémitisme, ici et maintenant. D'une part, pour pouvoir lutter contre l'antisémitisme actuel, il faut comprendre les racines des conflits et des tensions au Moyen-Orient. L'exil des Juifs et des chrétiens d'Orient illustre comment les minorités ont été historiquement victimes de persécutions, on l'a bien compris hier soir, de discrimination, de pression, dans des contextes de montée de nationalisme, de conflits religieux ou de politiques autoritaires. Cet exil a contribué aussi, un autre élément, à la fragmentation finalement socioculturelle de la région, diminuant la diversité qui faisait la richesse du Moyen-Orient, et ça aide à comprendre les tensions actuelles où les questions identitaires et communautaires restent centrales. Et donc, oui, il faudra continuer à se battre pour que cette mémoire, cette histoire prenne la place qui lui revient. À titre personnel, je le fais beaucoup avec les Yézidis, avec le problème des Arméniens, mais avec les Yézidis et les femmes yézidis en particulier. Ça permet aussi de pointer la résonance avec les crises contemporaines des minorités, puisque la persécution des minorités, comme les Yézidis, justement les Kurdes, les chrétiens d'Irak et de Syrie, par des groupes comme Daesh d'ailleurs, rappelle les vagues d'exil des Juifs et des chrétiens d'Orient au XXe siècle. Ces exils montrent aussi comment les sociétés peuvent se transformer en espaces d'exclusion, ce qui reste une problématique actuelle face à la montée de l'extrémisme et des discours de haine. Ça montre aussi comment le vivre ensemble est menacé et comment ces départs forcés soulignent les dangers de l'exclusion. Il y a aussi tout le volet mémoire et transmission, puisque cet exil, le récit de cet exil est évidemment crucial pour préserver cette mémoire collective qui nous tient tant à cœur. Et j'ai envie de dire que pour moi, l'histoire de ces Juifs et des chrétiens d'Orient est manifestement non seulement négligée ou marginalisée, mais c'est comme un angle mort, en fait, de la mémoire dans les récits historiques globaux. Et puis, il y a évidemment l'actualité géopolitique par rapport aux migrations, le rôle de ces communautés dans l'histoire. Et donc, c'est sur ça que porteront les interventions ce matin. Et nous allons commencer avec Sylvain Abitbol. Alors, Sylvain, vous êtes président de Justice for Jewish Refugees from Arab Countries à Montréal. Vous êtes né à New York, pardon. Et voilà, parce qu'on a tellement parlé de Montréal que... Vous êtes né à Casablanca, vous avez immigré à Montréal en 1967, suite à la guerre des 6 jours. Vous avez été président de l'organisation philanthropique canadienne, la fédération CJA, et puis du Canadian Jewish Congress. Depuis 14 ans, vous êtes coprésident de l'ONG Justice for Jewish Refugees from Arab Countries. Et ce matin, vous allez nous parler de la spoliation des Juifs d'Orient, un travail que vous faites depuis très longtemps en termes de justice et de réparation. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous dire pourquoi un homme que je suis aujourd'hui a décidé de s'embarquer dans un parcours communautaire. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui immigre dans un pays, il repart à zéro, il étudie très fort, il réussit dans les affaires, décide de prendre son temps pour s'impliquer dans la communauté? Voilà, c'est mieux comme ça? Bon, je m'excuse. Alors je recommence, non? Donc, à l'âge de 16, je suis né à Casablanca en 1949, et à l'âge de 16 ans, nous vivions une vie très libre. À l'âge de 16 ans, avec des amis, nous décidons d'aller à Marrakech, et de Marrakech, aller dans la montagne pour voir la neige pour la première fois de notre vie. Donc, c'était une station de ski, Loukaï Méden, et donc on fait du stop avec un copain. On arrive, et là, je décide d'appeler mes parents pour leur dire que j'étais bien arrivé. À l'époque, il fallait passer par un bureau de poste.
pour faire un appel à charge renversée. Et donc, je cherche un bureau de poste. Et je me dis, bon, boîte aux lettres, Baptiste, la poste. Je rentre et je me fais massacrer par 2 policiers. Ils me traitent de sale juif, femme du caïd. C'était la maison du shir. Ils me prennent, ils m'insultent. Et en arabe, ils me disent, tu as apporté la merde du juif dans cet espace. Tu as sali cet espace par ta présence. Ils m'ont roué de coups, ils m'ont mis en prison. Ils m'ont dit, là tu meurs. J'étais plus touché par les mots que par les coups. L'ami qui était avec moi a attendu. Il a pu négocier avec eux. Et il me dit, il vient me voir dans ma cellule. Il me dit, Sylvain, j'ai fait un deal avec eux. On leur donne tout ce que nous avons sur nous. Ils te laissent partir. Je refuse. C'est pas juste. Il me dit, Sylvain, demain matin, tu te mets dans un camion, tu vas disparaître. Et donc, on se retrouve minuit dans la montagne. La guitare, la montre que j'ai reçue pour ma bar mitzvah, la gourmette, l'argent, tout ce que nous avions est parti. Donc, le lendemain, on retourne à Marrakech, on prend le train. J'arrive à Casa. Ma mère me voit dans cet état, mais elle me dit, elle savait que nous avions beaucoup de batailles de rue entre les Juifs et les Arabes. C'est pas facile. Mais malgré le fait que nous faisions partie de la bourgeoisie, il y avait ce climat d'inconfort. 2 semaines en sortant du lycée, je me fais approcher par un monsieur qui me dit « Abitbol Sylvain ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Un tel m'a donné ton nom ». Je dis « Monsieur, un tel est en Israël. Mais justement, est-ce que tu es prêt à travailler avec nous pour nous aider ?» Donc je rentre et on me dit, on m'emmène dans un appartement. Et je parle à quelqu'un derrière un rideau qui dit mon nom de code c'est Paul. Et on est là pour aider tous les juifs qui n'ont pas d'argent à quitter le Maroc. Et donc commence donc une implication dans ce projet. Et donc au début, je devais aller informer les familles pour leur dire samedi soir, minuit, un camion va venir vous chercher. Vous avez une valise par personne. À l'époque, c'était le four communal. Vous faites le Shabbat comme d'habitude. La dafina comme d'habitude. Vous allez à la synagogue comme d'habitude. Le pain au four comme d'habitude. Et vous ne dites rien à personne. Bon. Après ça, j'ai gradué. Il y avait quelqu'un qui avait une école d'arts martiaux. Et tous ses élèves, c'était la police principale de Casablanca. Il avait pu avoir un double de la clé du commissariat central. Donc, lorsqu'il donnait des séances d'entraînement, nous étions programmés. On allait chercher chez un imprimeur des laissez-passer vierges. On lui apportait. Il montait. Il n'y avait pas de caméra à l'époque. Poinçonner, si on veut, les laisser passer, les redonner, on le retournait au bureau. Et donc, ça faisait partie de ce système-là. Un peu avant la guerre des 6 jours, on reçoit un message. C'était pénétré. Faites, disparaissez. On était déjà averti que si... on avait des signes à l'époque, on avait 3 punaises à l'entrée de la porte. Si ça arrive, vous devez partir. Je rentre à la maison. Naturellement, mes parents n'étaient pas au courant. Et ce jour-là, mon père ne rentre pas à la maison. 3 jours, il a disparu. Il est ramené 3 jours après par la police. Il me regarde, pauvre homme, il était blanc comme la neige. Il me dit, Sylvain, il faut que tu partes. Le lendemain, j'ai pris l'avion et j'ai quitté. Et c'est un petit peu ça qui a guidé ma vie et mon implication. Et donc, comme vous l'avez dit, j'étais président de la fédération, j'étais président du Congrès juif canadien, j'ai eu la médaille de la reine d'Angleterre pour ma participation au Canada, et j'ai été décoré de l'ordre Bronfman, qui est la plus haute distinction communautaire juive à Montréal. Et c'est un petit peu ce parcours qui a fait que je suis arrivé où je suis aujourd'hui. Et je vais vous parler un petit peu maintenant de J-Jack. On a eu un parcours historique que Georges a tellement bien décrit. On a parlé un petit peu de l'antisémitisme, mais j'aimerais vous apporter aujourd'hui une dimension politique de la situation telle que nous l'analysons aujourd'hui et
qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comme c'est écrit, notre institution, en fait, je suis arrivé à JJAC d'abord comme membre de l'exécutif en étant président du congrès. J'avais une place à l'exécutif à New York, et de là, je suis devenu coprésident, pardon, mais mon coprésident est malade, qui est libanais d'ailleurs, le rabbin Eli Abadi, un monsieur extraordinaire. Donc, notre défi était de franchir le mur du silence pour donner une voix aux réfugiés oubliés des pays arabes, basé sur le fait que les Palestiniens n'étaient pas les seuls réfugiés du Moyen-Orient. Il faut souligner que l'appel légitime pour promouvoir les droits des Juifs déplacés des pays arabes n'est pas une campagne de dénigrement des réfugiés arabes palestiniens, ni de souligner la souffrance d'un autre peuple. Au contraire, nous pensons qu'il est tragique que la communauté internationale ait laissé les souffrances du peuple palestinien se poursuivre pendant si longtemps et pendant tant de générations. Leur situation critique ne nie pas le fait que les Juifs ont également été rendus réfugiés par le même conflit du Moyen-Orient. Nous recherchons la reconnaissance des siècles d'histoire juive dans la région, la reconnaissance que les Juifs ont été victimes et sont devenus des réfugiés, et que la communauté internationale doit reconnaître les droits de ces trois populations de réfugiés: les Juifs, les musulmans et les chrétiens. Au cours des années 60-70, le gouvernement israélien et l'Organisation mondiale des Juifs des pays arabes, OJAC, ont plaidé la cause des réfugiés juifs aux Nations Unies dans des forums internationaux sans aucun succès. Les organisations séfarades mondiales ont tenté de mettre ce problème à l'ordre du jour, mais les principales institutions juives ashkénazes n'avaient pas considéré ceci comme une priorité. Et ainsi, la cause des réfugiés juifs des pays arabes est vraiment restée celle des réfugiés oubliés. Lorsque j'avais rencontré Jason Kenney, qui était le ministre des Affaires étrangères du gouvernement canadien, il me parlait de Forgotten Refugees, les Juifs ou les réfugiés oubliés. La réponse est fondamentale. C'est-à-dire historique, la justice historique. Le narratif des réfugiés juifs des pays arabes est essentiel à la légitimisation de l'État d'Israël. Leur descendance patrie du peuple juif. Nous devons souligner à chaque occasion que les Juifs, en nombre important, ont résidé dans les régions pleinement 1000 ans avant l'avènement de l'histoire. Et ça, on ne peut pas le nier. Nous, Juifs, sommes le peuple indigène du Moyen-Orient. Et nous ne devons pas permettre que le patrimoine riche et dynamique des Juifs séfarades dans la région soit effacé des livres d'histoire. Je dois souligner un adjectif. On parle de Juifs séfarades, on parle de Juifs mizrahi. Il est évident qu'un Juif irakien n'est pas séfarade et un Juif marocain n'est pas mizrahi. Mais on peut résumer le tout en disant les Juifs originaires des pays arabes. La première injustice a été la violation massive des droits des Juifs des pays arabes. La deuxième injustice a été qu'aucune réponse internationale n'a été apportée à la situation critique des réfugiés juifs. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas permettre une troisième injustice, que la communauté internationale continue leur reconnaissance d'une seule population de réfugiés et leur silence envers l'autre partie. Pour une réconciliation durable, tout d'abord, crédible, doit garantir des droits. Partie de cette appel conférence et c'était un mur du silence. Leur réponse fut mitigée. Ils nous ont posé deux questions fondamentales. Un, qu'est-ce qui vous fait penser que les Juifs déplacés des pays arabes soient vraiment des réfugiés? Ils avaient des endroits où se rendre, en Israël ou ailleurs. Ils n'étaient donc pas réfugiés. Deux, même s'ils étaient réfugiés, il y a plus de 70 ans qu'est-ce qui vous fait penser qu'aujourd'hui, ils aient des droits sur les biens qui leur appartenaient? Nous avons constitué un conseil d'experts internationaux juridiques. Et je dois reconnaître le travail de David Matas, qui est un avocat qui travaille avec nous, qui est extraordinaire.
avec Irwin Cotler, je suppose que vous avez entendu parler de lui, Irwin est un grand ami, et qui a produit un rapport documenté, qui documente les arguments légaux et politiques convaincants relatifs aux droits des légitimes des Juifs et des PRC, des pays arabes. Nous avons acheminé ces réponses à ces deux questions au département d'État américain. Les Juifs déplacés des pays arabes étaient-ils vraiment des réfugiés? La réponse fut oui. Alors, détermination des Juifs comme réfugiés. À deux occasions, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déterminé que les Juifs fuyant les pays arabes étaient des réfugiés. Alors, comme vous voulez, la cotation, la citation est définitive. Un autre problème qu'urgent se pose, celui des réfugiés provenant d'Égypte. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que ces réfugiés relèvent du mandat de notre bureau. Autre citation. Je renvoie à notre discussion récente sur les Juifs des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, déplacés par la suite des événements récents. Ces personnes peuvent être considérées à prime abord comme relevant du mandat de ce bureau. Deuxième question. Même si ces Juifs étaient des réfugiés, ont-ils encore des droits aujourd'hui? Encore une fois, la réponse est oui. Il n'y a pas de droit de prescription des droits des réfugiés. Si un réfugié a laissé ses biens, y compris des comptes bancaires ou des régimes de retraite, il ne perd aucun de ses droits, malgré de nombreuses années écoulées. Ainsi, en vertu du droit international, une grande partie des biens des Juifs déplacés des pays arabes possèdent encore aujourd'hui ces droits. Représentation internationale. Avec nos partenaires, une série de réunions ont été organisées avec les officieux du Conseil des droits de l'homme en mars 2008, Parlement européen en 2008, Nations unies en 2012, 2013, 2014. J'ai eu la chance et le privilège de m'adresser aux Nations unies à New York et à la Commission des droits de l'homme à Genève. L'UNESCO en 2014. Et nous avons travaillé avec les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l'Italie, l'Union européenne et la Russie. OK. Donc, c'est un petit peu les institutions avec qui nous avons travaillé. En 2008, sous le leadership des membres du Congrès, Jerry Nadler, sénateur américain de l'État de New York, démocrate, que j'aime, et Ella Ross, le Congrès des États-Unis a adopté à l'unanimité la résolution 185 qui confirmait que toute référence explicite aux droits des réfugiés palestiniens doit être accompagnée d'une référence similaire aux droits des réfugiés des pays arabes. C'est un état de fait, un état légal. Jamais une telle déclaration définitive n'a été prononcée par aucun gouvernement. Prenons son exemple de ce projet de loi historique des États-Unis. Le député de la Knesset, Rabbi Nassim Ziv, a présenté une loi à la Knesset en 2010, en partie. On a eu aussi de la réticence du gouvernement d'Israël pour ce projet. Législation israélienne. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est en 2010. Au Canada, même motion d'adaptation. J'ai fait partie j'ai témoigné au Parlement canadien au nom de JJAC et avec l'aide de CIJAC, qui est l'EPAC canadien, nous avons pu obtenir la reconnaissance du gouvernement canadien à cet effet. Encore une fois, c'est une reconnaissance par pays et non pas par les Nations Unies, il faut bien comprendre. Ça ici, c'est un petit peu le déplacement des Juifs de tous ces pays au cours des années. Comme on voit aujourd'hui, en 2020, bon, hier, Georges parlait d'après 4-5 000. Il est évident que c'est un nombre qui est très dynamique.
Donc, 2 mouvements de population se sont produits à la suite d'années du conflit au Moyen-Orient, arabes et juifs. Environ le même nombre de personnes légalement déclarées réfugiées par la communauté internationale. Et pourtant, au cours des 65 dernières années, il y a une anomalie flagrante dans la manière dont les Nations Unies ont répondu à ces deux populations. Dans 3 domaines. Résolution des Nations Unies qui s'occupent des réfugiés et ressources financières aux réfugiés. Alors, on voit aussi qu'il y a eu sur 338 résolutions sur le Moyen-Orient, 9 s'adressaient aux réfugiés palestiniens et 0 pour les réfugiés juifs. Et pour l'Assemblée générale, vous voyez encore la dichotomie, 976, 208 et 0. La résolution 242, qui est celle vraiment sur laquelle tout le monde se base, c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies a dit qu'un règlement de paix global doit forcément inclure un juste règlement du problème des réfugiés. Pas des réfugiés arabes, des réfugiés. Et c'est ce qui fait toute la différence aujourd'hui d'un point de vue légal. Définition des réfugiés selon le Haut Commissariat aux Nations Unies. Un réfugié, quelqu'un craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Donc, je crois que nous répondons tous à cette définition. Alors, ce sont toutes les agences, n'est-ce pas, ironiques, qui ont été créées pour les réfugiés palestiniens. Toutes. Ironiques. Aucune pour les réfugiés juifs. Je dois dire que lorsque on a parlé hier, Georges a parlé hier du 30 novembre, qui est la journée commémorative de l'exode des Juifs des pays arabes, j'ai eu le privilège de signer à la Knesset le document signé par le gouvernement d'Israël, par mon coprésident Eli Abadi, notre directeur exécutif Stanley Roman, qui a fait que cette journée du 30 novembre a été celle qui a été adoptée pour reconnaître l'exode des Juifs des pays arabes et qui est aujourd'hui reconnue tous les ans par différentes organisations juives à travers le monde. Que faisons-nous maintenant? C'est bien beau tout ça. On a parlé de l'histoire, on a parlé de la politique. Then what? What do we do? Identifier une firme internationale de consultants pour évaluer les biens spoliés. Donc nous avons fait un RFP, nous avons finalisé une entente avec une boîte qui aujourd'hui refuse qu'on utilise son nom pour des raisons politiques, c'est pas grave, et qui a fait une analyse exhaustive des biens spoliés pays par pays. En procédant à une méthodologie basée économique, donc le travail aujourd'hui, cette compagnie nous a fourni 11 rapports, 11 livres, pays par pays. Et donc, nous allons sortir ces 11 livres dans pas longtemps. Un livre par pays, 100 pages par pays. Dans chacun de ces livres, on aura une description de la présence juive dans la région historique, la présence juive particulière dans ce pays, la contribution des communautés juives à ce pays culturel. On parlait, je ne sais pas, je parlais hier du cinéma en Égypte, qui était fortement juif. La contribution aux études.
Et ces documents-là vont être prêts fin d'année, début 25. Ils vont être disponibles en ligne, gratuitement, pour être téléchargés. Et nous allons avoir un sommaire exécutif d'une trentaine de pages, à peu près 3 pages par pays. Nous avons, dans le budget que nous avons eu de ce donateur anonyme, nous avons eu un mandat aussi d'engager une firme internationale pour nous aider à médiatiser à travers les réseaux sociaux et toute forme de marketing. Nous avons engagé une firme à New York, d'ici, pardon, à Washington, un bon nom irlandais, Steve Rabinovich, qui va être notre conseiller. Nous avons déjà commencé à identifier le message. Le message est comme ceci. Les Palestiniens disent que nous ne sommes pas indigènes, que nous sommes des coloniaux. Un jour, j'ai une confrontation avec quelqu'un qui me dit « Vous les Juifs, vous êtes des coloniaux ». Je lui dis « Tu as vu ma tête? Regarde-moi, look at me. Tu me mettrais dans n'importe quel pays arabe, je passerais pour un indigène. » Le deuxième narratif, c'est que, bon, Israël est un État colonial. Le troisième, les biens saisis. Donc, c'est le message que nous allons utiliser à travers plusieurs vignettes. Le donateur anonyme avec qui nous travaillons a accès à peu près 150 heures avec qui on va travailler pour propager notre message à travers tous les réseaux sociaux, les médias, etc. Allons-nous arriver à quelque chose? Je crois. Je dois vous dire que nous travaillons de concert avec Sephardic Voices, qui est une organisation américaine qui s'occupe de ramasser des témoignages de gens des pays arabes. C'est extraordinaire. Ils ont diffusé il n'y a pas longtemps un 20 secondes sur un banquier juif irakien qui parle de lui. Ils m'ont dit qu'ils ont 2 ou 3 millions de vues. Donc les gens sont intéressés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Arabes ne connaissent pas notre histoire. Ils savent qu'il y avait des Juifs. Lorsque nous étions à la Chambre des communes, à la Chambre de House of Lords à Londres, en sortant de cette rencontre, il y avait un journaliste d'Al Jazeera qui a interviewé un de nos compatriotes irakiens qui naturellement s'exprimait en arabe, c'est sa langue maternelle. Donc là, le journaliste était étonné de l'arabe parlé par ce monsieur et du fait qu'il y avait des Juifs qui habitaient dans ces pays, qui avaient laissé une telle empreinte. Donc, Sephardic Voices, on est avec Jimena, qui est avec Regina Waldman, et une dame originaire de Libye, Georges parlait de la Libye hier, qui a témoigné à Genève de son expérience, qui vraiment, Georges, that's exactly what you said. C'est exactement ce qui a été dit. C'est terrible, horrible ce qui s'est passé. En Angleterre, avec Halif, Lynn Julius, qui est une dame extraordinaire. En Israël, avec Levana, qui représente les Juifs d'Égypte. Nous avons une antenne aussi à Genève, à Genève, oui. Donc je rencontre ces gens-là demain à Paris, jeudi à Paris, pardon. Donc aujourd'hui, nous cherchons des partenaires européens pour appliquer la même méthodologie, la même dynamique, le même message que nous avons établi. Nous allons certainement traduire le sommaire exécutif en plusieurs langues. Traduire les livres, ça va être difficile, mais je crois que c'est beaucoup plus pour un but éducatif. J'aimerais souligner une anecdote. J'ai un peu de temps encore. J'aimerais souligner une anecdote intéressante. Avec Jerry Nadler, nous étions à Jérusalem lorsqu'il fallait travailler avec la Knesset pour reconnaître la date du 30 novembre. Il a dit la chose suivante. Il a dit, lorsqu'il est arrivé en Israël, il a dit, je suis arrivé comme un simple citoyen, pas comme sénateur. Il dit donc, la jeune fille à la guérite lui dit, qu'est-ce que vous venez faire en Israël? Il dit, je viens pour parler des réfugiés juifs des pays arabes. Et elle lui dit, ah bon, je ne savais pas qu'il y avait des juifs des pays arabes. Il dit, nos propres gens ne le savent pas. Notre propre population ne le sait pas.
Donc il a dit c'est une éducation qu'il faut donner. Donc on espère qu'à travers toute cette information, les historiens vont se pencher là-dessus. Nous allons avoir un programme à travers le monde pour communiquer toutes ces informations dans les réseaux des écoles juives. J'ai fait une présentation l'année dernière. J'ai donné 12 représentations dans les écoles juives primaires et secondaires. La réception était extraordinaire sur ces jeunes enfants qui ne connaissaient pas ce côté de l'histoire, ce qui est inacceptable. Donc c'est un programme assez challenging, mais allons-nous faire la différence? Peut-être. Mais on vise à convaincre, non pas les juifs, les non-juifs, les arabes et les jeunes. C'est un petit peu le marché que nous allons cibler avec notre stratégie. Nous venons aussi de finaliser une entente avec une firme qui va refaire complètement notre site web pour être beaucoup plus responsive, qui va être le hub où toute l'information va être disponible. Et donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sylvain pour cet exposé qui effectivement nous informe sur et ce travail magnifique que vous faites de documentation, parce que c'est de ça qu'on a besoin pour inverser le narratif, pas seulement des juifs qui sont blancs et coloniaux, mais aussi pour permettre de nourrir cette histoire que nous connaissons tous et tous très mal en fait. Donc merci beaucoup pour ça. Je ne sais pas si Daniel Fishman est arrivé. Voilà, merci de venir nous rejoindre. On espère que suite aux élections, ça va s'améliorer la mobilité dans certaines communes. On peut dire ça aussi, hein. Oui, voilà. À Ixelles, entre autres, oui, exactement. Jamais. On est prêt? Alors, oui, je sais. Non, mais je vais d'abord introduire notre orateur, si vous le permettez. On a la chance d'accueillir maintenant Daniel Fishman, qui est donc né dans une famille juive d'origine égyptienne. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le Moyen-Orient et l'histoire juive, comme son roman historique Le Kilomètre d'or, qui porte sur les communautés juives italiennes d'Égypte et qui a aussi été traduit, si je ne m'abuse, en arabe. Il vient de publier Jews of Egypt de 1869 à 1956, un livre richement illustré sur base d'archives de la communauté juive d'Égypte. Monsieur Fishman va nous parler et son intervention va porter sur jamais aussi haut, jamais complètement serein, la contribution des Juifs et des chrétiens à la construction de l'État et de la société égyptienne. Vous avez une vingtaine de minutes. Quand j'arrive à 10, tu me fais un ciao. Okay. J'ai décidé de partir en montrant des photos, surtout après les interventions d'hier soir qui ont été très intéressantes, mais ce que je veux montrer, c'est même une réalité qui a été peut-être un peu différente, je dis peut-être en Égypte par rapport à d'autres pays. Je pars avec des images. Ça, c'est la photo du livre qui a été publiée la semaine passée. C'est la première présentation que je fais à niveau mondial. Et je suis ému et très content d'être avec vous. Et le livre est en anglais et en italien. Et à la fin, il y a un link où on peut le redonner.
une dizaine de diapositives simplement pour entrer dans l'atmosphère égyptienne. Ça, c'est une des premières photos de l'ouverture du canal de Suez qui permet d'éviter de faire la circumnavigation de toute l'Afrique et qui fait aussi que l'Égypte devient la nouvelle Amérique, le pays où on pense qu'on pourra avoir du succès, où il y a tout le trafic et tous les commerces. C'est une idée qui passe en Europe et il se crée une communauté très nourrie de communautés étrangères. Il y a 80 000 Italiens, 40 000 Grecs, des Français, des Maltais. À la fin, il y a 40 des gens qui ont 44 passeports différents, 55 ethnies, 22 communautés religieuses. Ça, c'est pour vous dire à propos de ce qu'on disait hier de la unification sur une seule ethnie, une seule religion dans les pays arabes. On est en train de parler d'une situation absolument différente en Égypte dans cette période. Ça, c'est une photo pas fait à Vienne ou à Budapest. Ça, c'est la photo de ma famille en Égypte. Ça, c'est mon père, debout. Et ma famille vient de l'Italie, de la Syrie d'un côté, et de l'Autriche, de la Roumanie et de la Russie de l'autre. Pour vous dire comme l'Égypte a eu une forte capacité d'attraction. Ça, c'est une photo du Mouski, le marché, la principale ville commerciale. Ça, c'est au début du siècle. Comme vous voyez, il y a des habits et des écritures en différentes langues, mais cela change bientôt. Et ça, c'est par exemple une photo aux courses des chevaux. En 1909, comme vous voyez, il y a déjà une atmosphère, il y a des gens de toutes les nationalités, il y a évidemment des Arabes, etc. Et c'est un exemple de vie sociale très partagée, très unifiée, dans lequel il y a une cohabitation très intéressante. Ça, c'est une image de manifestation nationaliste au début du siècle. L'Égypte est sous protectorat anglais. Cette photo est intéressante parce qu'il y a un étendard dans lequel, vous voyez, il y a une demi-lune, une croix. C'est petit, mais si vous percez vos yeux, une demi-lune, une croix et une étoile de David. Au début du siècle, les objectifs des nationalistes, et même égyptiens et des sionistes coïncident parce que les deux sont contre le protectorat anglais. Et il y a plusieurs manifestations, même des documents, qui prouvent que ce même objectif en italien, on dit risorgimento, même ici on dit OK, coïncide dans ces deux ethnies. C'est un pays qui se développe beaucoup, une ville qui se développe beaucoup. Le Caire en particulier a été dessiné par Haussmann, le même architecte urbaniste qui a dessiné Paris. Et ça vous donne l'idée que c'est un pays en grande transformation très rapide. Et par exemple, la société des tramways qui a été créée par exemple par des juifs, mais on verra, il y a plein de sociétés de réalité qui ont été créées par les juifs, commence à mettre en liaison des quartiers de périphérie vers le centre. Ça, c'est une photo du plein centre du Caire. Si vous fermez les yeux, je ne vous ai pas dit que c'est le Caire, vous auriez dit que nous sommes à Paris. C'est ça. Okay, vous voyez même les voitures. Vous voyez en haut, il y a écrit pension Righi. Pension parce que le français est la langue, lingua franca, la langue que tout le monde utilise. Mais il y a des influences de toutes les langues et toutes les ethnies. Et cela fait, selon moi, la particularité de l'Égypte par rapport à d'autres pays dans la même période historique. Ça, j'ai mis cette photo pour faire plaisir à Doubi. Il m'a dit que son père, ton grand-père travaillait dans ces grands magasins Orosni Bek. C'est un exemple d'un grand magasin en Égypte qui était diffusé dans tout le Moyen-Orient. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme vous voyez déjà l'immeuble, ça vous donne déjà une idée. Mais ce qui est intéressant, c'est que la poussée économique de la communauté juive, qui sera dominante dans l'économie égyptienne, inclut même les plus pauvres de la communauté juive, qui,
ont la possibilité d'étudier, de faire des études professionnelles, etc., et de devenir vendeurs dans ces grands magasins. Ça, c'est à l'intérieur d'un grand magasin en Égypte, une chose absolument normale. Et il y avait des publicités, du marketing très moderne. En Égypte, il y avait la même mode qu'en Europe, et des fois, on présentait d'abord en Égypte la mode qui serait sortie l'année d'après à Paris, à Bruxelles. Ça, c'est une photo du cinéma. On parlait du cinéma. Le rôle des acteurs juifs dans le théâtre, dans le cinéma, dans la musique est déterminant dans le pays. C'est simplement pour vous donner une idée, une atmosphère, parce que c'est difficile avec des mots expliquer ce qu'on peut montrer en image. Ça, c'est une photo d'un cinéma dans les années 50. L'industrie cinématographique est créée par des juifs, les metteurs en scène sont des juifs et les acteurs sont des juifs. Dans le cas des femmes, les juifs et les chrétiennes ont des rôles que les musulmanes ne font pas. Ça, c'est Mishmish Effendi, qui est le cartoon, le dessin animé égyptien, qui est le correspondant de Mickey Mouse, aussi, qui est créé par les frères Frenkel. Ça, pour vous dire, comme l'influence des juifs, de la communauté juive dans tous les domaines était plutôt importante, et ils ont même créé des industries. Les dessins animés en Égypte, c'est une famille de juifs qui les ont inventés. Ça, c'est une photo de l'hôpital juif d'Alexandrie. Vous réussissez à comprendre de l'importance du bâtiment, quelle était la force de cette communauté et le fait que tous les gens, pour être sûrs d'avoir une bonne guérison, allaient à l'hôpital juif, en particulier le glaucoma. Ça, c'est une photo d'un asile. Un nid pour les enfants à Alexandrie. J'ai eu la possibilité d'obtenir les photos de l'archive de la communauté juive d'Alexandrie, parce que maintenant le rabbin de Livourne, l'actuel rabbin de Livourne, il est le responsable encore religieux de la communauté des archives, de la communauté juive d'Alexandrie. Il m'a fait avoir beaucoup de photos. Ça, c'est une photo de Purim au Caire en 1946. Et ça, c'est une photo qui vous donne une idée d'une chose de mode, d'un journal de mode. Ça, c'est une première à l'opéra. L'opéra du Caire est fait exactement sur le modèle de la Scala de Milan. Ça, c'est une photo de la bourse au Caire, la bourse du coton. Toute l'industrie du coton, l'or blanc de l'Égypte, est contrôlé par des Juifs. Ça, c'est une photo du Maccabi, qui est champion d'Égypte en 1953. Et en finale, il bat l'équipe de l'armée égyptienne. C'est à trois années avant la guerre avec Israël. Pour vous donner une idée. Ça, oui. Il y a tout. Oui, en réalité, j'ai peu de temps et Mme Teteba va bientôt me faire le signe. OK. Non, c'est passionnant. Alors, disons comme ça, à 3 minutes de la fin, le Maccabi est en train de gagner et la lumière s'éteint. Et il se passe une semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Et elle gagnait de 3-4 points, ils ne savaient pas quoi faire, le gouvernement. À la fin, ils vont reprendre la partie, les 3 minutes qui manquent, le Maccabi va gagner. Mais il y a eu une discussion d'une semaine sur... Mais quand même, ça, c'est une photo aussi officielle. Et c'est incroyable si vous pensez. C'était l'équipe juive qui gagne le championnat national 3 années après, quelques années après le 48 et quelques années avant le 56. Ça, c'est une photo, disons, d'un magazine qui prend le mieux de la culture européenne pour la présenter en Égypte et vice-versa, le mieux de la culture égyptienne et le publier en Europe. C'est-à-dire il y avait un dialogue culturel entre les pays. Une publicité de la Vespa, ça, je l'ai pris pour une présentation italienne, et ça, c'est la dernière diapositive qui en réalité est négative, parce que, disons, ça, c'est un poster de propagande. À gauche, il y a la justice pour le peuple égyptien. Vous voyez, il y a déjà un militaire, il y a déjà eu le coup d'État des militaires du 52.
Et à droite, c'est tous les profiteurs, les étrangers qui faminent le peuple égyptien. Ça, c'est le bed, la fin, disons. Je n'ai plus de... Ça, oui, ça, c'est une photo du départ. Okay. Ça, c'est le link. Quelqu'un veut prendre note pour... je voudrais... Je ne sais pas combien de minutes j'ai, mais j'en ai... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On peut avoir un peu plus de lumière. Hein? Alors, il a été publié... Ah, oui. À la fin, on le remet, OK? Alors, entre autres, j'ai choisi de publier ce livre avec un éditeur de Livourne parce que c'était une maison d'édition qui, déjà en 1800-1900, vendait des livres de littérature et de prière, juifs et pas juifs, dans toute la Méditerranée. C'est un choix symbolique que j'ai fait. Je pouvais choisir un autre éditeur. Je suis très content de ce choix. Ce matin, j'étais vraiment indécis. Je parlais avec ma cousine qui changeait ce que j'aurais voulu dire ou pas, parce que la soirée d'hier m'a très impressionné. Ce qu'a dit Georges et les autres amis ont été très justes, mais troubling. Et il faut dire que chacun de nous est un peu fils de son histoire. Alors moi, je viens d'un pays, l'Italie, dans lequel il y a une situation d'antisémitisme qui est peut-être un peu moins pire. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, d'autres pays. Et mes parents viennent de l'expérience d'Égypte, qui est un pays dans lequel les Juifs ont eu une situation plutôt différente et beaucoup meilleure par rapport à d'autres pays. Alors cela me met dans une situation, moi, j'ai une agence de communication, mais je suis de formation un historien, me met dans une situation un peu plus optimiste de celle que j'ai entendue hier. Cela ne veut pas dire que les interventions n'étaient pas calibrées au juste. Il faut dire que, par exemple, Georges, hier, tu parlais de peur comme sentiment qui a relié beaucoup les communautés juives. Alors, la peur, parmi les Juifs égyptiens, a commencé en 1948, mais avant, ce n'était pas ça le sentiment dominant. Et ça, je peux le dire parce que si on parle avec les Juifs égyptiens, ils ne mettront jamais ce mot devant les autres. Et je voudrais même éviter une erreur que beaucoup d'historiens font, c'est de regarder le passé avec les yeux du maintenant. C'est le problème de la cancel culture, qui fait du fait qu'en réalité, quand hier tu disais, il y a la tendance à parler d'un âge d'or, tu disais il n'y a pas eu. Alors moi, je pense qu'en Égypte, il y a eu, avec certaines conditions. Je le dis avec beaucoup de respect, parce que je connais tes travaux, et même hier, tu as fait une exposition d'1 heure qui a donné une logique sur toute la condition des Juifs dans tous les pays arabes. Mais il y a toujours des différences. Et je vais en souligner trois réflexions qui seront ce que je laisse dans les prochaines minutes. La première, c'est la particularité de cette communauté par rapport à l'histoire dans d'autres pays arabes. Le deuxième, c'est le rôle des chrétiens et des juifs dans la société égyptienne. Et la troisième, quelques notes sur l'actuelle relation entre le judaïsme et l'Égypte. Alors, la première particularité, c'est qu'il y avait une communauté entre 80 et 100 000 juifs. Ici, dans ce livre, il y a toute une série de statistiques que j'ai prises dans les archives égyptiennes, etc. Et il y avait entre 80 000, ça c'est le chiffre officiel des autorités égyptiennes, 100 000 juifs selon ce que disent les dirigeants de la communauté juive, grosso modo le Caire et Alexandrie, même avec des analyses en termes de richesse, combien étaient les pauvres, les bourgeois, et surtout, ce qu'on peut dire, il y avait une richesse de différences sociales, mais même de nationalité. Il y avait 8000 juifs ashkénazes. Dans les autres pays arabes, il n'y avait pas ça. Alors, par exemple, des Fishman, moi je m'appelle Fishman en Égypte, c'est une chose un peu exotique, un peu drôle. Mais si vous pensez qu'en ce moment, au Caire, il y a 3 synagogues qui fonctionnent, et une est celle ashkénaze,
Et vous voyez des pancartes en yiddish, etc. C'est incroyable. C'est une première particularité. Ils avaient des passeports de nombreux et différents pays. La deuxième particularité est différente, c'est la condition juridique. En réalité, hier, on parlait de la dîme, et cela a été vrai pour des siècles, pour beaucoup de temps. En réalité, les Juifs en Égypte ont une drôle de situation parce qu'avec le fait qu'il y a un protectorat anglais et il y a les règles des capitulations, en réalité, les Juifs sont protégés par les tribunaux consulaires de leur pays et par les tribunaux religieux. De facto, ils ont une situation juridique très favorable pour différentes décennies et cela leur permet d'avoir un succès économique, des conditions de réalisation personnelle et de communauté qui est incroyable. Il y a des photos. Si le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre des Finances, pas le Premier ministre, est juif, et le pourcentage de toutes les grandes sociétés du pays est en main des Juifs, ça veut dire que la situation, évidemment, est permise par une situation même législative et juridique favorable. Alors on disait, la première particularité, il y a des Juifs de plusieurs pays qui créent des connexions avec différents pays en Europe. La deuxième, c'est qu'il y a un melting pot, disons, qui est peut-être même plus riche de l'Empire austro-hongrois et une situation juridique différente. Et la troisième particularité est que la bourgeoisie juive a la même dynamique de la bourgeoisie copte et musulmane. C'est-à-dire, c'est l'entrée de l'Égypte dans le monde moderne, dans la civilisation, le canal de Suez, l'import-export, tous les produits qu'il y avait en Europe étaient en Égypte. En plus, il y avait les produits égyptiens. Et cela fait que même parmi les fils nationalistes qui voulaient renvoyer les Anglais et pour l'idée de l'Égypte aux Égyptiens, il y a une contribution des Juifs et des Coptes qui est très intéressante. Comme on l'a dit hier, dans tous les pays, l'élément islamique prend la défense. Mais au début, disons, même les courants plus nationalistes ont des Juifs, et cela signifie que la communauté juive égyptienne pensait que leur futur aurait pu ça jusqu'en 1945. La quatrième particularité, c'est que même toute la classe dirigeante dans les mêmes françaises et anglaises. Alors, tu te formes ensemble et tu gouvernes ensemble. Sur le rôle des chrétiens, deuxième aspect, les Coptes, il y a cette bourgeoisie copte qui est très similaire à celle des Juifs. Je ne suis pas un expert de Coptes, mais pour arriver préparé ici, il y a 3 jours, j'ai rencontré un groupe de Coptes à Milan et je leur demandais quelle est la situation. Ils m'ont dit qu'en réalité, ils sont très contents d'Al-Sisi. Par rapport aux situations précédentes, il y a la possibilité non seulement de restaurer des églises, mais d'en construire de nouvelles. En 2018, Al-Sisi a inauguré une nouvelle très grande cathédrale au Caire. En très grand résumé, ce qu'ils dénoncent et ils souffrent un peu, c'est la fragilité économique du pays. Ils s'en vont parce qu'il n'y a pas les conditions pour bien vivre. Comme les Coptes généralement sont plus élevés éduqués, ils pensent devenir un homme. Mais en ce moment, ils se sentent très protégés par le président. Dernier point que je voulais toucher, c'est celui de répandre le judaïsme et le gouvernement égyptien. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est que hier, ce qui est sorti, c'est qu'on a examiné beaucoup la situation sur la base de rapports entre les communautés juives et musulmanes. Et selon moi, il faut mettre ce discours dans un discours un peu plus grand, qui est celui, disons, les macro-tendances qui se sont développées dans les mêmes années dans tout le monde. Alors, il y a la décolonisation, il y a les 2 guerres avec Israël, il y a la Russie et l'Amérique qui prennent la place de la France et de l'Angleterre.
le dollar qui prend la place du sterling. En 1956, le même mois qu'il y a la guerre de Suez, il y a l'effet d'Hongrie. Le monde change. Alors, même si, ça c'est ce que je pense, même si il n'y aurait pas eu la guerre d'Israël, même si la situation entre les Juifs et les Arabes, les Juifs et les musulmans aurait été meilleure, je pense que les Juifs et la communauté juive auraient préféré, à la fin, comme maintenant pour les Coptes, aller en Europe. Alors, banalement, je pense qu'en général, il n'y aurait pas eu de futur, même si les relations religieuses auraient été meilleures. Ça, c'est la première réponse. Deuxième, c'est qu'il faut faire une opération de vérité avec les Arabes. Hier, Georges signalait qu'en réalité, le conflit géoterritorial est seulement une partie qui cache le vrai thème, qui est celui de l'acceptation dans les pays arabes. C'est vrai. Ce qui m'a fait décider même d'écrire ce livre dans lequel est décrite toute la contribution des Juifs dans tous les domaines de la société arabe. Le travail, le sport, le cinéma, le loisir, la musique, etc. C'est de prouver, même en images, il y a 300 images, que les Juifs ont été très importants, très décisifs. Mais je voulais montrer des gens en italien on dit carne e ossa, en chair et os, que ce soit une réalité très perçue, très vivante et très importante. Et ça, c'est le point sur lequel l'État égyptien doit faire un petit changement. C'est-à-dire, dans les dernières années, ils ont fait une très grande œuvre de sauvegarde du patrimoine juif. Ils ont restauré des synagogues, réinauguré des synagogues, même des documents, la Geniza, etc. Mais ils n'ont encore accepté les Juifs en tant que personnes, c'est-à-dire les lieux et les matériels, mais pas les personnes. Alors ça, c'est le défi. Il y a 3 ans, il y a un historien égyptien qui a écrit un livre dans lequel il a déclaré que c'est vrai, les Juifs ont beaucoup contribué à notre pays, mais il a même une autre thèse, il dit c'est les Juifs qui se sont en allés tout seuls parce qu'ils ont préféré aller dans d'autres pays. Alors ça, ce n'est pas vrai. Alors mon but, quel est, et là je finis, il y a quelques années, comme Viviane nous rappelait, j'ai créé un roman historique qui racontait, disons, comme tous les romans, la communauté italienne et la communauté juive en Égypte. Et à un certain point, le gouvernement égyptien m'appelle et me dit on veut le traduire en arabe. Combien coûtent les droits? J'ai dit si vous me garantissez qu'il vient publier, je n'ai pas d'argent. Ils l'ont fait, ça m'a beaucoup surpris. Alors j'ai un objectif politique que je vous déclare. Moi, j'aimerais que ce livre soit traduit en arabe parce qu'il voudrait dire exactement ce que je souhaitais. C'est-à-dire, on ne respecte pas plus seulement les lieux, mais on accepte que la communauté juive, la contribution de la communauté juive en tant que personne dans la société égyptienne, c'est-à-dire, ça c'est un livre pas sur l'histoire juive, mais sur la société, sur l'histoire égyptienne, et on accepte même le fait que on a été expulsé. En réalité, comme Georges hier disait, il n'y a pas une loi qui expulse les Juifs, mais il y a toute une série de dynamiques qui ont rendu la vie impossible. Alors, à la fin, tu t'en vas. Alors, ça après, oui, disons, après le cas de Suez, mais disons, c'est pas qu'il y a une loi antisémite contre les Juifs ou seulement dédiée à la communauté juive. Tandis qu'en Irak, par exemple, hier, on me parlait de ça. Non, ça, il n'y a pas. Et au contraire, même s'ils les expulsent, ils veulent leur propriété ou leur capacité. Ou... Disons, la situation est un peu différente. Alors, ça pour vous dire que il y a quelques signaux intéressants sur l'Égypte et j'espère que même ce livre puisse aider à changer les choses. Et je vous remercie. Pour une seconde, je montre seulement le link si quelqu'un veut l'acheter. Et maintenant, il faut m'applaudir, non? On applaudit très fort, en effet, parce que merci beaucoup pour cet exposé. Merci beaucoup, Daniel, pour cet exposé qui nous montre la vie avant. Et ça, c'est aussi quelque chose de très riche et je pense qu'on a toutes et tous été surpris aussi, en tout cas moi en tant que féministe, de voir entre autres les femmes
comme elles pouvaient vivre libres, beaucoup plus libres en tant que femmes qu'elles ne peuvent le faire aujourd'hui. Quand on voit les images avant-après, c'est vraiment très frappant. Aussi peut-être... On vient toutes à Rome. Voilà, rendez-vous est pris. Et aussi peut-être mettre l'accent sur l'acceptation des Juifs dans leur passé et les lieux et le passé qui est évoqué. On a la même chose en Belgique dans la lutte contre l'antisémitisme, si j'ose le parallèle. On parle des Juifs morts, on parle de la mémoire, mais la défense et la lutte pour les Juifs qui vivent aujourd'hui est très problématique en Belgique également. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ça. Nous allons maintenant passer à la présentation de Stéphane Goldsberg. Merci de me rejoindre. Vous allez nous parler de la condition juridique des Juifs en terre d'islam. Alors, vous êtes professeur à l'ULB. Vous êtes professeur à l'ULB et donc j'ai envie de commencer par dire toute notre solidarité et bravo pour votre courage parce que c'est pas évident aujourd'hui d'enseigner à l'ULB et d'enseigner comme professeur juif à l'ULB vraisemblablement et d'enseigner ce que vous enseignez, c'est-à-dire loi et religion. Vous êtes chercheur qualifié au FNRS, vous avez travaillé sur la théorie du droit, le droit talmudique et la philosophie juive. Et vos travaux portent sur le raisonnement juridique comparé. Vous avez enseigné notamment au Collège d'Europe, à la Sorbonne et à l'École normale de la magistrature. Et on est ravis de vous entendre. Une école nationale, excusez-moi, de magistrature. Elle est normale aussi, oui. Je vous passe le micro. Je vous remercie. Et je commencerai par remercier les organisateurs de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance. Alors même que, contrairement à plusieurs orateurs ici présents, je ne suis pas un historien ou un philologue spécialisé dans ces questions. Je suis simplement un philosophe, donc je vous parlerai de tout ceci en toute irresponsabilité. Je ne vais certainement pas contribuer à votre connaissance concrète des faits historiques, et je m'excuse d'ailleurs de ne pas être plus présent hier soir. J'étais malheureusement, j'étais engagé quelque part et je n'ai pas pu venir. Et je vais vous parler aujourd'hui de la condition juridique des Juifs en terre d'islam. Alors évidemment, cette condition, sous le sceau de ce qu'on appelle la dima, a beaucoup varié. Et je n'entrerai pas dans les détails. Vous savez, la condition des Juifs n'était pas la même selon les régions, ni selon qu'on soit en ville ou à la campagne, ni selon qu'on soit juif ou chrétien. Bon, il y a énormément de variations qui sont décrites et bien décrites par les historiens. Ce que je voudrais faire, c'est essayer de formuler clairement, le plus clairement possible, en quoi consiste la dima, en quoi consiste le statut de dhimmi, non pas historiquement, mais théoriquement, intellectuellement, même juridiquement. En fait, quand on parle des dhimmi, on fait référence à une institution, un dispositif qu'on appelle la dima. Et il arrive souvent que les historiens doivent décrire un objet qui fait partie de leur champ, mais qui est un objet juridique. Et c'est un dispositif juridique, alors même que les historiens, les philologues, souvent ne sont pas par ailleurs formés en droit. Donc la manière dont les historiens décrivent ce genre de dispositif donne lieu souvent à, disons, des variations ou des différences par rapport à la manière dont un juriste le ferait. Et je vous parlerai tout à l'heure d'un ouvrage que je vous recommande de Ben Achour au PUF, Fondement de l'orthodoxie sunnite, où il essaye d'articuler la notion de dhimma à celle de djihad, mais en tant que juriste. Alors, d'abord, je voudrais faire une petite remarque sur la manière où la question de savoir si les gens parlent de la dhimma. Premier étonnement, lorsque j'ai voulu trouver des ouvrages, des articles, c'est la relative discrétion. Si vous tapez sur Amazon dhimma ou dhimmitude, vous tombez
sur 2 ou 3 auteurs qui, par ailleurs, sont considérés comme extrêmement engagés et militants. Ce fait qu'il y a, pour parler comme les sociologues parlent aujourd'hui, il y a une forme d'invisibilisation dans beaucoup d'histoires de l'islam ou d'histoires des peuples arabes, une invisibilisation de la chose même, ou alors une euphémisation. Maintenant, je vais évidemment essayer d'éviter, comme tout le monde, les 2 erreurs que serait d'une part de verser dans un âge d'or, de décrire le statut de dhimmi de manière un petit peu idéale, et j'essaie d'éviter également l'histoire lacrymale, ou en tout cas le tableau absolument noirci de cette condition. Je commencerai par m'appuyer sur une distinction proposée très simple, une distinction très simple proposée par Bernard Lewis, donc Les Juifs en terre d'islam, qui, à mon avis, reste même un ouvrage extrêmement documenté et éclairant et lisible. Et il propose de distinguer 2 manières de diviser la population des non-croyants, du point de vue de l'islam. L'islam est évidemment une religion, mais c'est une religion juridique. Et donc, la manière dont un droit parle des personnes qui ne sont pas ses ressortissants est souvent très éclairante, très instructive pour comprendre le droit lui-même. Donc, Bernard Lewis nous dit qu'en islam, on peut tantôt diviser l'ensemble des non-croyants de manière théologique, tantôt de manière politique. Et souvent, dans les descriptions de ce que c'est un dhimmi, on passe de l'un à l'autre en sautant par-dessus cette distinction. Vous allez voir, c'est très simple, et à mon avis, d'autant plus simple que vous avez déjà écouté les exposés de hier soir et de ce matin. Distinction théologique, vous le savez, c'est celle entre Ahl al-Kitab, donc les peuples du livre, les gens du livre, j'ai trouvé même comme traduction les détenteurs de l'écriture. Donc, que sont d'après le Coran, c'est dans le Coran, que sont d'après le Coran les juifs et les chrétiens, et peut-être les sabéens, et après le Coran, parfois les zoroastriens. C'est une catégorie un tout petit peu fluide, mais elle contient en tout cas les juifs et les chrétiens. Donc première distinction théologique, il y aurait parmi les non-croyants, donc les non-musulmans, les gens du livre d'une part, et d'autre part, ceux qui sont, disons, incroyants, ou en tout cas polythéistes, qui ne sont même pas, si j'ose dire, ressortissants des peuples du livre. J'espère que tout est clair. Bon. L'autre distinction que Bernard Lewis propose, distinction de la population des non-croyants en islam, c'est celle territoriale entre 2 régions du monde. Alors, vous savez, ce n'est pas évident pour moi de parler devant des spécialistes, notamment Georges Bensoussan ou Paul Fenton et tous les autres, mais je vais me risquer quand même. On a le Dar al-Islam, les territoires conquis, disons, par l'islam, et puis le Dar al-Harb, donc les territoires du glaive, les territoires qui ne sont pas, ou du point de vue musulman, qui ne sont pas encore, le cas échéant, ou pire, mais ça c'est une anomalie, qui ne sont plus, vraiment le plus grave qui puisse arriver, qui ne sont plus conquis par l'islam. Donc on a ces 2 distinctions, c'est-à-dire que dans le Dar al-Harb, on trouve des juifs aussi, des chrétiens, et des gens qui ne sont ni juifs ni chrétiens. Très bien. Alors, ces 2 distinctions-là, elles génèrent beaucoup de difficultés du point de vue de l'islam. Notamment, elles génèrent des questions difficiles, des problèmes. Que fait-on des nouvelles religions? C'est-à-dire des religions monothéistes qui seraient apparues après l'islam. Comment est-ce que le programme traite ces religions? Notamment, comment est-ce qu'on fait avec la religion Bahaï? Par ailleurs, autre problème, c'est quel est le traitement qu'on réserve aux juifs et aux chrétiens qui passent par les terres d'islam, sans s'y installer. Est-ce que leur statut est celui de dhimmi? A priori, non. Ils peuvent demander un sauf-conduit, un aman, mais de nouveau, ça constitue une difficulté intellectuelle, juridique, de
tourne autour de la question de savoir comment on va traiter quelqu'un qui à la fois est juif ou chrétien, qui se trouve provisoirement en terre d'islam, mais qui n'entend pas rester en terre d'islam. Très bien, ça, ce sont deux des difficultés générées par les deux distinctions. Alors, ces deux distinctions-là, elles nous conduisent à envisager deux possibilités. Ou bien on considère que le monde non musulman est simplement composé de deux types de personnes, les dhimmis d'une part et les autres d'autre part, ou bien on considère, c'est une possibilité, ou bien on considère que l'islam réserve, comme toute religion et comme tout droit, un traitement pour les musulmans et un traitement pour les non-musulmans, auquel cas, les dhimmis ne sont pas simplement une des deux catégories, mais constituent une dérogation. Un statut dérogatoire par rapport à la manière dont on traite les non-musulmans, en l'occurrence polythéistes. Et il faut savoir qu'en interprétation juridique, et c'est ça normalement que je suis censé faire d'habitude, de l'herméneutique juridique comparée, en interprétation juridique, vous savez, il y a des constantes. Et une des constantes, c'est que les exceptions et les dérogations, si je ne les distinguerai pas, sont de stricte interprétation. Donc, je reprends, je ne dis pas que les dhimmis sont forcément à comprendre comme une exception par rapport au traitement des non-musulmans, je dis que c'est l'une des deux manières de comprendre les dhimmis, comme ayant un statut dérogatoire, auquel cas, si c'est une dérogation, les privilèges qui seraient accordés, la protection qui serait accordée, les droits qui seraient accordés depuis ce qu'on appelle le pacte de Omar, mais je suppose qu'on en a déjà parlé ici, eh bien sont à être interprétés de manière restrictive. Évidemment, ça change tout, parce que si on octroie un droit à quelqu'un, aujourd'hui, les droits de l'homme, eh bien, connaissent une interprétation qui est tantôt restrictive, tantôt extensive. En l'occurrence, on entend en tout cas beaucoup d'auteurs qui considèrent qu'il faudrait étendre, élargir l'interprétation des droits de l'homme à d'autres cas. Mais si on comprend ceci comme étant une dérogation, alors on comprend, je n'ose pas dire mieux, mais apparaît peut-être encore plus clairement la manière dont on gère la compréhension de ce dispositif. Bien, alors une remarque, à mon avis, importante. Le Coran en parle, mais de même que la Torah, ce n'est pas le judaïsme, de même le Coran, ce n'est pas l'islam. Et je le dis, c'est une platitude, mais nous sommes toujours tentés, y compris du point de vue de la religion elle-même, nous sommes toujours tentés d'assimiler les deux. Or, si le Coran contient des versets, on pourrait dire, si on veut faire un petit peu de méthodologie du droit religieux, on pourrait dire que les règles, elles contiennent d'autres choses que le verset. Vous partez d'un verset, certains sont abrogés, enfin c'est assez compliqué, vous partez d'un verset, et puis vous l'interprétez à l'aune de la tradition. Je n'entre pas dans tous les détails de ce que le mot tradition peut recouvrir en islam, et puis seulement vous dégagez une règle. Mais la distance entre le verset et la règle peut être immense. Alors que nous sommes habitués à ce que les dispositions du Code civil expriment quoi? Qu'est-ce qu'elles expriment directement, de manière transparente? Qu'est-ce qu'elles sont censées dire? La règle. Donc dans notre civilisation contemporaine, nous ne faisons pas de différence entre la disposition du Code civil et la règle qu'elle exprime, puisque tout est fait dans ce qu'on appelle la philosophie de la codification depuis la Révolution, pour qu'il n'y ait pas cette distinction, pour ne pas laisser de pouvoir aux juges. Bon. Mais dans les religions plus anciennes, il y a une distance parfois incommensurable entre le verset, qui parfois est carrément abrogé, débat là-dessus, et la règle, qui parfois ne ressemble pas au verset. Et la même chose est évidemment valable pour ce qui est du judaïsme et dans une moindre mesure du christianisme. Très bien. Je vais passer là-dessus. Bien. Bien. Donc, je vais vous lire, comme promis, un tout petit passage de ce professeur de droit public, qui par ailleurs a donc Ben Achour, c'est disponible au PUF, qui par ailleurs est spécialiste du droit musulman
sunnite. Et on va voir comment lui articule la dima et le djihad. Il nous dit la dima doit être comprise par référence au djihad, qui consiste à répandre le message divin par la voie des armes et du don de soi. Et comment est-ce qu'il traduit la dima elle-même? Certains l'appellent un contrat, d'autres un pacte. Parfois, j'ai lu aussi un régime juridique. Puis, il décrit la dima comme étant un pacte d'armistice. Je trouve ça très éclairant lorsqu'un professeur de droit explore des notions qui concernent l'historien aussi. Il en parle un petit peu différemment. C'est un pacte d'armistice. Il s'agit donc d'une tolérance dictée par l'intérêt. Il n'est donc pas erroné de dire que la dima est la poursuite du djihad par d'autres moyens, conventionnels, à caractère confessionnel, civil et fiscaux. Ce n'est pas Battier Or ni Bernard Lewis, c'est donc le professeur de droit à l'université de Tunis. Je voudrais simplement ajouter que la compréhension de ce type d'objet, comme la dima, à mon avis, n'est pas seulement utile pour les historiens qui décrivent ces périodes, mais également pour les historiens ou non-historiens qui s'occupent d'autre chose, c'est-à-dire de l'ère après la dima ou avant la dima, pour la comparer. Est-ce qu'il existe, par exemple, l'équivalent de la dima dans le judaïsme? Bonne question. Je ne crois pas, pour différentes raisons. On est un équivalent suffisamment proche. Et je ferai une référence rapide au Que sais-je de Georges Bensoussan, qui ne parle pas de l'époque de la dima, 1870, 1950, mais qui commence par poser les termes justement de la dima. Autrement dit, il me semble que la compréhension, sans tous les détails, sans nécessairement l'ensemble des détails, mais la compréhension du mécanisme du dispositif juridique, ce n'est pas juste une habitude, ce n'est pas juste une coutume, c'est un dispositif juridique, est utile également pour comprendre le contexte, si j'ose encore utiliser ce mot, qui entoure l'évolution du statut des Juifs en terre d'islam, même à l'époque contemporaine. Cela ne veut pas dire que la dima existe encore, mais, à mon avis, se pencher sur cette notion permet d'éclairer l'époque plus contemporaine. Et j'ajoute que si vous lisez les historiens qui parlent de la fin de la dima au XIXe siècle, eh bien, les formulations sont très variées. Tantôt, elle aurait été abrogée, pas moins que cela, mais continuerait de fait. Tantôt, elle aurait été abolie de fait, mais pas abrogée. Donc, il règne une certaine, on va dire, diversité sous la plume des historiens. Mais quoi qu'il arrive, qu'elle ait été abrogée en bonne et due forme ou uniquement abolie de fait, dans tous les cas, elle continue non pas à surdéterminer l'histoire contemporaine, mais elle continue à être une clé de compréhension de ce qui se passe ensuite. Parce que la dima, je ne suis pas entré dans les détails, mais n'est pas la pire des situations. On l'a vu. On l'a vu. Moi, je ne l'ai pas dit, mais je suppose que c'est connu, que les Juifs, les chrétiens notamment, étaient protégés, dans une certaine mesure, en échange de contraintes assez exigeantes. Je vous renvoie d'ailleurs à l'ouvrage qui est ici de Baracher sur les Juifs dans le Coran, où il a traduit en 2-3 pages toutes les contraintes qui pèsent sur les Juifs et les chrétiens par la dima. La dima vise a priori les chrétiens, mais c'était étendu assez directement aux Juifs. Voilà, je vous remercie. C'est parfait. Oui, vraiment très intéressant. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis hier soir, j'ai juste envie d'acheter des livres. Merci Georges Bensoussan, merci à tout le monde, merci pour ces références. C'est vraiment très intéressant et ce lien entre ce qui s'est passé et l'actualité aujourd'hui
Moi, la relation et l'articulation d'Ima-Djihad, je ne la connaissais pas du tout, mais j'apprends beaucoup depuis hier soir et vous aussi, j'espère. Et merci pour ces clés de compréhension et ces portes que vous ouvrez pour nous permettre de mieux appréhender ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être prendre un peu de liberté avec le programme parce que nous n'avons pas le témoignage dans la deuxième partie. Donc, je vous propose peut-être d'ouvrir un quart d'heure de questions-réponses avec nos intervenants de cette première moitié et puis faire le break et puis reprendre avec M. Fenton après notre break. Et Mme Ritter. Donc, est-ce qu'il y a quelques questions, que ce soit... oui, est-ce que je peux demander aux intervenants peut-être de revenir près de moi? Oui, M. Abitbol, M. Fishman, M. Goldsberg. Alors, oui, je t'en prie. Non, il faut faire passer le micro. Merci. Avec votre permission, j'ai une question spécifique et puis un commentaire qui est lié à la question. La question est adressée à M. Fishman. Donc on a compris le sort, l'exil en particulier des Juifs d'Égypte. C'est produit dans des circonstances différentes des autres pays arabes. Et je crois, enfin, c'est pas du tout de mon domaine de spécialité, mais il me semble que en Égypte en particulier, l'exil a concerné l'ensemble des étrangers, des minorités. C'est-à-dire on a voulu arabiser le pays d'une manière générale. Est-ce que vous pourriez élaborer là-dessus, sur ce contexte? Est-ce que j'ai bien compris la situation et le contraste avec les autres pays? Voilà. Enfin, mon commentaire, c'était simplement qu'il y a beaucoup de ces questions-là qui pourraient être... comment dire, on pourrait établir le parallèle avec les autres minorités, enfin vous le savez, arméniennes en particulier, mais je pense que ce qui est intéressant dans ces processus, et ça ne concerne pas seulement le monde arabe, il y a un processus de nationalisation. On imagine une nation et puis on essaye de reproduire la nation en transformant les populations. Et ça, c'est un processus qui a été caractéristique du XXe siècle, en particulier au Moyen-Orient, mais pas seulement au Moyen-Orient. Et je pense que ça, on pourrait déborder dans cette direction-là, parce que c'est un aspect très intéressant des choses. Tout à fait, merci beaucoup. On va prendre quelques questions avant de vous donner la parole. Je vais par là. Oui. Moi, j'ai une question qui est pragmatique. En fait, on peut être musulman, donc c'est normalement, on est pratiquant. Et donc, je voudrais savoir au niveau des pays arabes, est-ce qu'il y a eu une distinction qui a été faite vis-à-vis de l'attitude à l'égard des Juifs entre des Arabes non croyants et des Arabes, je dirais, pratiquants, donc musulmans? Merci, Freddy. Moi, je voulais poser une question à M. Abitbol concernant votre action. Est-ce que vous avez une idée d'une réaction au niveau des pays arabes par rapport aux demandes qui vont leur être faites et des documents qui vont être publiés? Le destinataire de ma question sera évident. Il y a dans le Talmud de Tibériade, 4e ordre, c'est une page B, un texte qui dit: il y a dans le Talmud de Tibériade, 4e ordre, une page B, un texte qui dit: le droit est un arsenal de prétextes au service de la loi du plus fort. Qu'en pensez-vous? Il y a une dernière question. Fishman, justement les noms, ça m'intéresse. Quand est-ce qu'on a, en Europe, on a donné des noms de famille entre la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle? Qu'est-ce qui s'est passé dans les pays arabes et comment est-ce qu'on donnait des noms aux Juifs?
par exemple, personnellement, je connais quelqu'un qui s'appelle Ben Chaim. C'est une famille qui vient d'Irak. Est-ce que, voilà, ça m'intéresse, les noms. On prendra encore 2 questions. C'est une question pour le professeur Goldsberg. Oui, ça marche. Qui est engagé par, on va dire, le contrat entre guillemets de la DIMA? Est-ce que chaque musulman a l'obligation d'appliquer cette dérogation à l'égard de ses voisins juifs et musulmans, ou est-ce que c'est quelque chose qui engage uniquement le souverain, un peu à l'image de ce que Chaim Yerushalmi dirait sur un autre contexte, serviteur des serviteurs et non, serviteur des rois et non serviteur des serviteurs? Merci beaucoup. Je vais revenir. Une dernière question. Oui, bonjour. Merci d'abord à tous. Monsieur Fishman, la question est plutôt pour vous. Concernant ce que vous avez dit sur est-ce que vous pensez que la spécificité de l'inclusion, l'intégration de la communauté juive en Égypte a joué dans le premier rapprochement entre l'Égypte et Israël? C'est évidemment pas la raison première, hein, mais est-ce que ça a contribué, le pouvoir égyptien ou les classes dirigeantes égyptiennes, à finalement à être les premiers à envisager de parler à cet ennemi juré qu'était Israël depuis sa création en 1948? Merci beaucoup. Je vais ramener le micro parce que sinon nos orateurs ne sauront plus quelles questions ont été posées. Voilà. Beaucoup de questions intéressantes. Je vous remercie. Je serai assez bref. Merci pour les 2 questions que j'ai relevées. Alors, la dernière, je n'ai pas vraiment de réponse. Qui est tenu de faire respecter la DIMA? Est-ce chaque musulman de manière distributive ou est-ce le souverain? Bonne question qui mériterait un travail de recherche. Il faudrait voir quelle différence cela fait, mais je ne peux pas, en tout cas, y répondre maintenant. En revanche, la question qui m'a été posée tout devant, est-ce que le droit ne serait pas qu'un prétexte pour le droit du plus fort? Évidemment, je m'abstiendrai de répondre par oui ou par non. En revanche, effectivement, il y a quelque chose dans la nature juridique de l'islam qui fait que, après les massacres, ou des massacres, et décrits par plusieurs chercheurs ici, parfois les exactions sont justifiées en invoquant le fait que certaines des obligations n'ont pas été respectées. Je ne sache pas que dans les pogroms en Russie, on justifiait à titre de prétexte le pogrom par le fait que des obligations n'ont pas été respectées. Alors c'était peut-être des allégations de crimes, etc. Cela existait aussi. Mais ici, vous voyez que la charpente juridique est au cœur de cette notion de dima. Et donc effectivement, après un massacre, par le plus fort, évidemment, on peut invoquer comme prétexte le fait que certaines obligations, qui sont assez exorbitantes, n'auraient pas été respectées. Je vous remercie pour ces questions. Je passe le micro. Merci. C'est une excellente question qui a été posée et elle a plusieurs volets. La première, lorsqu'on va parler de biens spoliés, la réponse va être encore vous les juifs, c'est toujours l'argent. C'est connu. Donc la stratégie que nous allons utiliser, oui, on doit reconnaître que les biens ont été spoliés. On doit reconnaître qualitativement et la valeur de ces montants, mais on veut vous dire, voici ce que vous avez perdu lorsque vos juifs sont partis. Imaginez comment vos pays auraient été si ces juifs étaient restés. On parle de centaines de milliards de dollars. Vos pays auraient pu être hors de la misère dans laquelle ils sont aujourd'hui. C'est l'angle que nous allons utiliser. Il est évident qu'on se réserve toujours le droit de réclamer ces montants-là, mais c'est un autre processus. Nous avons parlé, lorsque j'ai eu une rencontre avec des ministres israéliens, on avait parlé d'un plan Marshall. Il y a la fondation Clinton, qui a, je crois, 30 ou 40 milliards de dollars pour résoudre le conflit israélo-palestinien.
tous les réfugiés. Donc il est peut-être possible d'envisager dans le temps, si on veut rêver un peu, de prendre cette fondation, de faire un plan Marshall qui rétribuerait ces argents-là aux séfarades et aux arabes. La deuxième partie de la question, c'est la réaction des pays arabes. Et naturellement, dans le cadre des accords d'Abraham, est-ce que c'est juste de pouvoir parler de tout ça maintenant? Donc, la réaction aux accords d'Abraham et le fait que ces montants ont été spoliés, imaginez ce que vos pays auraient été. Mon coprésident Eli Abadi était aussi rabbin des Émirats. Et je l'avais appelé, j'ai écouté Eli, est-ce que tu veux toujours que ton nom apparaisse sur ce rapport alors que tu es le grand rabbin des Émirats? Il m'a dit, mais Sylvain, j'en parle avec mes collègues émiratis. Il n'y a pas de problème. La réponse, attends, les principaux joueurs dans les pays du Golfe, ils n'ont pas eu l'expérience d'avoir chassé leurs juifs, à part Bahreïn, qui a comme des relations étroites avec Israël. Maintenant, je vous dirais, quelle que soit la réaction, on doit le faire. Surtout si on prend l'argumentation que nous avons utilisée, de dire, imaginez ce que vous auriez pu être si vos juifs étaient restés. Voilà, merci. Alors, on m'a demandé s'il y a la même destinée entre la communauté juive et les communautés étrangères. Alors, presque totalement, mais avec quelques différences. Alors, disons, en 1948, avec la première guerre arabe-israélienne, il y a un premier signal négatif seulement pour la communauté juive. En 1952, avec le coup d'État des généraux, mais d'abord, il y a eu ce qu'on appelle le samedi noir. C'est une journée, disons, dans laquelle on donne assaut à tous ceux qui est considéré les propriétés étrangères. Alors, par exemple, les compagnies aériennes, le Sporting Club anglais. C'est une révolte généralisée qui touche même les Juifs. Et je me rappelle, il y a un oncle qui me racontait à un certain point, il était dans la rue, il y a une manifestation anti-juive, on hurle des slogans contre les Juifs, et lui, pour éviter d'être mis en danger, lui aussi manifeste contre. Et ça, c'est en 1952. Dans ma famille, on dit les événements. Les événements, c'est le 1952. Au début, je ne comprenais pas, mais après, quand j'ai grandi, les événements, c'est le 1952. Une journée qui change les choses. Et puis, en 1956, c'est la guerre du canal de Suez. Alors, la France et l'Angleterre, disons, l'Occident, les pays, les Européens contre l'Égypte. Alors là, même si les Juifs, peut-être, ont été les premiers à s'en aller, à être chassés, mais toutes les autres communautés étrangères ont compris que cette situation était différente. Ce qui est intéressant, qu'il y a des organisations des comment on dit, d'Égypte dans tout le monde, dans lequel il y a les Juifs et les non-Juifs qui sont ensemble, parce que c'est des gens qui ont vécu la même atmosphère. Et c'est vrai, il y a même des organisations seulement de Juifs d'Égypte, mais c'est des gens qui se retrouvent ensemble. Par rapport au nom, il y a un changement en 1948 quand la loi oblige l'enseignement de l'arabe obligatoire. Tandis que, par exemple, dans les écoles françaises, anglaises, qui étaient les plus suivies par les Juifs, les Coptes, etc., l'arabe, c'était comme ci, comme ça, et on ne l'apprenait pas. Ma mère me racontait, l'arabe, on n'étudiait pas. C'était la langue pour parler avec les domestiques. Alors là, c'est même disons, une attitude qui explique même le sens de revanche que les Égyptiens ont contribué à avoir contre les Juifs. Vous êtes en Égypte, vous faites de l'argent, votre business, etc. Vous nous parlez seulement pour nous donner des ordres pour aller au marché. Alors, en 1948, ça change. Et par exemple, le nom de toute ma famille. Alors, la langue officielle en Égypte était au début l'italien. L'administration. Les postes, c'est les Italiens qui les ont fait. La compagnie de téléphone, c'est les Italiens. On ne se téléphonait pas d'une maison à l'autre. Il fallait passer par la centrale téléphonique. On remontait, pronto, en italien. Puis, à un certain point, il y a le protectorat anglais, mais c'est les Français qui gagnent avec la culture, leurs écoles, etc. Alors, les noms étaient en français. Dans ma famille, tout le monde avait des noms en français.
En 1948, mon oncle qui est né s'appelle Moussa. On passe à l'arabe. Moi, mon fils s'appelle Mosi. Leonardo, we are Italians, nous sommes italiens, et Mosi Benami. Je lui ai donné maintenant 3 noms. Ah, il y a de tout, ça dépend. Non, Fishman. Non, 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 comme il y avait 44 nations, il y a des juifs espagnols, turcs, des noms ladins, il y a de tout, madame, de tout. Si vous voyez une liste de juifs égyptiens, c'est très fantaisie, hein? Il y a de tout. Il y a de tout. Alors, il y avait des juifs, disons, des pyramides. Puis, il y a des juifs qui sont arrivés du Maroc. Il y a eu, disons, 4 grandes ondate, comment se dit, des vagues. Et disons, la dernière, la plus nombreuse, avec des gens qui venaient de tous les pays, ça a été la dernière avec le canal de Suez. Mais avant, il y avait des Marocains. Il y a, par exemple, des synagogues dédiées à des saints, des hommes religieux du Maroc. Il y a vraiment de tout. C'est difficile à résumer. Et puis, il y a une troisième question, je ne me rappelle plus, c'était par rapport à... Ah oui, alors moi j'ai une image. J'étais en 77, je regardais la télé avec mon grand-père qui était né en Égypte. Il s'est tellement ému quand il a vu Sadat et Begin. Il n'arrivait plus à parler pour 2 jours. Et alors je pense qu'il y a un premier facteur, c'est 2 pays qui sont à côté. Ce n'est pas d'autres pays arabes qui sont loin. Deuxièmement, parce que quand même, il y avait 90 000, 100 000 juifs égyptiens qui ont continué à avoir des rapports. Et jusqu'à la fin, il y a eu, il y a eu quand même une communauté de quelques milliers de juifs. Et troisièmement, parce que je pense que la mentalité égyptienne, c'est un pays très doux. Il y a un humorisme, il y a une façon d'être qui est beaucoup plus peut-être calme et tolérante par rapport à d'autres pays arabes. Ça pour essayer de donner quelques facteurs de conditionnement. Et puis Sadat qui a été en Israël, bon, là, je mets mieux en le disant. C'est vrai, c'était un moment d'émotion. Je vais reprendre 3 questions parce que j'avais vu encore quelques bras levés, comme ça il n'y a pas de frustration dans la salle. Et puis on fera le break et on repartira avec l'intervention de M. Fenton juste après le break. Il y avait 2 personnes, j'ai vu. Merci. C'est une question sans doute pour Stéphane Gosberg. Voilà, j'avais en tête que les nazis avaient un certain rapport à la loi, un peu particulier. Et je me souviens que Daniel Siboni décrivait notamment les manigances des nazis pour attraper leurs victimes, les déportés, les juifs, par leur amour ou leur respect de la loi, alors que ce respect justement devait être dévoyé. Il montrait l'aspect pervers du dispositif nazi. Et je me demandais si, dans le cas de la DIMA, il n'y avait pas quelque chose de cet ordre-là, justement lorsque Ben Achour montre que ça ressortirait du djihad. Moi, quand je me souviens de ce que disait, en lisant le livre de Ben Soussan sur les juifs en pays d'arabe, et quand on voit cette image, je ne comprends pas très bien en quoi c'est encore du juridique tout à fait. On a l'impression que c'est justement un espace de non-droit qui est laissé à l'appréciation du musulman, aussi bien pour qualifier l'infraction que pour punir et châtier. Voilà. Merci. Bonjour, une question encore une fois sur le statut du dhimmi. Question très simple mais peut-être naïve. Est-ce que c'est un droit? Est-ce que c'est une loi? En fait, peut-être que ça complète un petit peu la question qui a été posée avant. Est-ce que c'est du non-droit? Mais techniquement, comment est-ce qu'on qualifie ça et du coup, qu'est-ce que ça implique? Oui, moi c'était concernant l'Égypte. J'étais curieux de savoir si les nationalistes égyptiens mettent vraiment en place tout un dispositif de spoliation dans les années 50. Donc qui viserait en particulier les juifs et les étrangers en général.
J'adresse ma question à M. Goldsberg. On a parlé de DIMA, vous avez parlé de DIMA et vous avez bien expliqué les choses sur le plan juridique. Récemment, Amnesty International a targué l'État d'Israël d'État d'apartheid, ce qui est un comble quand on connaît la vérité, évidemment. Mais est-ce que la DIMA ne doit pas être considérée comme un système d'apartheid? Et ça, depuis le 7e siècle, après l'ère chrétienne, jusque tout récemment au Maroc. Voilà, j'espère que tout le monde a pu poser les questions qu'il souhaite. Je recommence avec vous. Alors, merci pour ces questions. Comme dans tout bon jeu de cartes, on dispose d'un joker. Donc, concernant la dernière question, évidemment, il faudrait interroger quelqu'un comme Joël Kotek ou tout autre spécialiste de l'histoire politique du XXe siècle. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut parler d'apartheid. Je ne sais pas s'il est fécond, opportun d'appeler quoi que ce soit apartheid, à part l'apartheid. Je suspends ma réponse. Je ne sais pas assez. Je ne connais pas, mais je vous remercie pour cette question. Alors, par ailleurs, pour la question du nazisme, je ferai une différence. C'est que bon, il y a une ambivalence dans le nazisme par rapport au droit et à la loi. D'une part, on pense depuis Arendt que le nazisme rime avec formalisme juridique, il ne jurait que par la loi, mais quand on lit Chapoutot notamment, on se rend compte que c'est plutôt le rejet du droit, notamment du droit romain, qui caractérise le nazisme. Et si je devais résumer le nazisme sur un pied, je dirais que le traitement des Juifs par les nazis relève dans une très large mesure d'une réaction extrajudiciaire. Ce serait un peu l'équivalent du RODEF, j'ose dire. C'est-à-dire que lorsqu'un danger est imminent, eh bien, il convient de s'en occuper tout de suite sans passer par la case des tribunaux. Donc les nazis renaclaient à faire appel au droit. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'ils ont pendu le paragraphe. Le rapport était un anti-juridisme fondamental dans le mouvement nazi. Et je dirais que la DIMA relève donc, on l'a dit, je pense, du droit et en particulier du pacte. Alors évidemment, dans notre droit contemporain, le pacte est un petit peu un objet juridique oublié. C'est quand la dernière fois que vous avez fait un pacte en bonne et due forme, sauf si vous êtes, je sais pas moi, chef de tribu. Bon, c'est rare que nous ayons une expérience de première main du pacte. Donc je dirais que, bon, évidemment, en disant dispositif, c'est trop facile, hein, je ne vous dis pas quel est le nom de ce dispositif, mais c'est un pacte qui est aujourd'hui, disons, un type de contrat. Un type de contrat qui relève du droit. Et je reviens sur la notion de tout à l'heure, parce que les questions se répondent en un sens. Ça dit quelque chose d'une civilisation lorsqu'une exaction est justifiée, fût-ce par un prétexte hypocrite ou infondé. Mais ça dit quelque chose du fonctionnement d'une civilisation lorsqu'un massacre est justifié a posteriori par un manquement à une obligation. On n'avait pas, entre guillemets, cette chance avec le nazisme. Il n'y avait pas d'obligation auxquelles ont manqué les Juifs. C'était encore plus essentialisant. Donc, d'une manière générale, le droit permet une certaine soupape. Donc évidemment, je ne dis pas que c'était idéal, mais c'est un levier, si vous voulez, le droit. Et donc, la DIMA, je voulais juste attirer votre attention sur un fait bien connu par ailleurs, que c'est un objet juridique dans une civilisation juridique, dans une religion juridique. Et donc pour nous, Européens, civilisation comme le judaïsme, effectivement, dit-on au premier rang, dans une civilisation comme l'Europe occidentale contemporaine, eh bien, nous sommes complètement déshabitués à lire la religion en termes juridiques. Or, évidemment, l'islam s'y prête éminemment, même si ce n'est pas que du droit. Je vous remercie et je cède le micro. J'ai une question sur la spoliation. Oui, c'est-à-dire, ce qui s'est le plus souvent passé, c'était que les Juifs avaient la possibilité de s'en aller d'Égypte, mais ils devaient laisser leurs biens. Et ils avaient une semaine pour se défaire de toutes leurs affaires. Et alors, on me racontait qu'il y avait des images dans les rues, on voyait plein de meubles,
pratiquement des maisons qu'on retrouvait dans la rue. Les gens qui devaient vendre tous leurs biens en une semaine, et il y avait même des limites pour emporter l'argent. Alors, à la douane, on était fouillés, et d'un côté, il y a beaucoup de gens qui ont profité, des Égyptiens qui ont profité, des autres qui ont été très honnêtes. Je raconte seulement une petite chose familiale. Il y a un Égyptien qui était très correct avec une partie de ma famille. On lui a donné ma famille lui a donné ses biens. Et lui, petit à petit, il venait en Italie, il apportait de l'argent. Alors moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait la visite de M. Farahat. Alors quand Farahat vient, il faut être tout sage, gentil, ne pas faire du bruit. Et pour moi, il m'avait l'air un peu idiot. Il arrivait avec ce fils, mais je savais que je devais être très gentil, je ne comprenais pas pourquoi. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos 3 orateurs. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je vais prendre encore une seconde de liberté avec le programme. Vous ne m'en voudrez pas parce que tout le monde a été très respectueux du temps. Et je voudrais appeler, je vous libère. Voilà. Appeler Alexandre Mitchell près de moi. Alors, Alexandre Mitchell est une personnalité étonnante. Il est docteur d'Oxford, il est artiste aussi, il est notre magicien à l'Institut Jonatas quand on a besoin de quelque chose en termes de mise en page, d'informatique, de tout ce que vous pouvez imaginer. Eh bien, Alex est là jusqu'à pas d'heure. Et donc, Alex est aussi cet artiste incroyable et il a fait beaucoup d'œuvres que vous pouvez voir là, mais il en a fait une spécialement pour notre colloque. Et donc, je vais te laisser expliquer en quelques mots pourquoi et comment. Merci Viviane. Donc, je suis archéologue et j'ai commencé ce projet qui s'appelle Cities of Lost Memory. Parce que j'étais choqué pendant le Covid par la montée de toutes ces conspirations effarantes en ligne. Et comme tout le monde était derrière son écran, elle prenait une proportion folle. Et je parlais avec ma fille qui m'expliquait qu'elle regardait quelque chose sur TikTok. Et elle me demandait, est-ce que c'est vrai? Et alors je lui ai dit, écoute, j'ai regardé. C'était tellement bête, mais je ne pouvais pas lui dire. Donc je lui ai dit, voilà, tu prends tel livre dans la bibliothèque et tu vérifies par toi-même. Elle revient le soir, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc elle me dit, donc pendant le lockdown, et puis elle me dit, c'était complètement idiot, Dad. Donc oui, c'est complètement idiot. Elle dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a un site web où on peut vérifier les données? J'ai dit, non. Par contre, en anglais, je dis, just leave the phone at home and hit the library. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Et alors, pendant quelques semaines, j'ai commencé à peindre. J'avais appris à dessiner, à peindre en fac d'archéologie, mais je ne m'en étais jamais vraiment servi de cette façon. Je m'en servais pendant les fouilles, puisque on connaît tous à combien coûtaient les photos, à faire développer les photos. Donc, on avait tous appris à dessiner pendant les fouilles. Et donc voilà, je m'en étais jamais servi. J'ai commencé à m'en servir et je n'ai pas arrêté depuis. Et ça fonctionne très bien parce que j'essaye de prendre des sujets compliqués, difficiles, et je les rends à l'encre de Chine. Donc voici une lithographie. Il n'y a plus que 2, j'ai expliqué à plusieurs personnes, il n'y a plus que 2 lithographes en Belgique. Un wallon, un flamand, c'est une histoire belge. Et donc Bruno Robe a fait plusieurs lithographies de mes dessins qui sont un peu plus grands, mais à l'encre de Chine. Donc ici, on avait parlé avec Joël et Doubi de cette conférence, et c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis un certain temps. C'était la longue tradition et la longue vie de la longue durée, en fait, c'est ça, la longue durée du peuple juif en Irak. Et une de mes tantes, par alliance, est irakienne et a connu le Faraoud. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé reprendre toutes mes recherches sur les meilleures représentations possibles de la Babel antique,
hein, parce qu'on pense c'était une ziggourate qui s'appelait Etemenanki, où ont vécu les Juifs à partir de 597 ou 86 avant Jésus-Christ, en tout cas l'élite du royaume de Juda. Donc ce qui était fascinant, c'est qu'on était là-bas depuis très très longtemps, au moins 2500 ans. Certains sont repartis, le roi Cyrus leur a donné suffisamment de fonds pour reconstruire même le temple au royaume de Juda, Jérusalem, mais certains nombres sont restés parce que c'était devenu leur lieu, chez eux, c'était leur chez eux. Ça faisait 2 générations. Parce qu'il faut imaginer, ces grands empires, c'est une pratique courante. C'est-à-dire que s'il y a un peuple belliqueux, on le déplace vers une autre partie de l'empire et en 2 générations, ils ont oublié qui ils étaient. Donc ça ne s'est pas passé avec les Juifs, ils se souvenaient de qui ils étaient. Et une grande partie repart, une grande partie reste. Et ce que j'ai représenté à l'intérieur, c'est la valise, la petite valise à laquelle avaient droit les Juifs qui partaient d'Irak. Toute petite valise, une chacun. Et à l'intérieur, j'ai mis un dessin de Renée Danger, qui était la Miss Bagdad en 1946 et qui était juive. Donc, des éléments vraiment fascinants. Et en dessous, on a Eskel Sassoon, qui a littéralement construit l'État d'Irak moderne. Et tout en haut, l'âme damnée, au cœur noir, c'est le moufti de Jérusalem qui a importé le nazisme et son idéologie dans le Moyen-Orient, en Irak. Voilà. Voilà, ça s'appelle À l'ouest de l'Éden. Et il est en vente et vous pouvez à votre aise regarder pendant la pause. Je vous donne une demi-heure parce que je sais que vous serez ponctuels puisque après ça, c'est Monsieur Fenton qui viendra nous parler. À tout de suite.